Je vais en profiter avant que Christian ait le micro. Il me semble qu'il y a à Saint-Hilaire de Poitiers une représentation de Fulbert et que c'est lié au passage de Fulbert comme trésorier de Saint-Hilaire, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le développement de ce culte de Fulbert Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un développement d'un culte de Fulbert à Poitiers ou c'est très anecdotique et lié à son passage dans l'abbaye ? Alors, j'avoue que je n'ai pas étudié particulièrement la question, mais il me semble que sur cette représentation, il est figuré auréolé, donc ce qui prouve que déjà il avait cette stature de saint, même s'il n'a jamais été canonisé effectivement par l'Église. Mais donc ça montre que oui, il y avait une volonté à cette époque-là. Donc après, pour Poitiers précisément, je ne saurais pas vous dire, mais en tous les cas, c'est une image intéressante qui montre déjà cette volonté de le sanctifier à cette époque-là. Mais qui se concrétise jamais véritablement. Oui, voilà, qui se concrétise jamais, ça n'a pas marché. Pas trop tard, je sais pas. Oui, donc merci pour ces 3 belles communications tout à fait convaincantes. Je voulais juste un point revenir par rapport à ce qu'on évoquait ce matin et à ce qu'a pu développer Philippe. On voit vraiment 2 moments dans la fonction de ces cryptes, et au point que je me demande si en fait, contrairement à la question que je posais ce matin, il y a nécessité d'avoir des accès à la partie occidentale. Comme si, en fait, ces accès, qu'on vient de le dire à l'instant, ne sont pas liés uniquement au tour et à ce changement de vocation de l'usage de ces cryptes. Et à ce moment-là, évidemment, en référant à l'ordinaire et à la circulation de la partie orientale et aux 3 absides, l'utilisation de cette partie orientale suffit aux chanoines sans qu'il y ait nécessité d'accès depuis la partie occidentale avant le XIIe siècle. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut imaginer qu'au XIIe siècle, il n'y a pas peut-être justement des cloisons, des limites, là où ont été trouvés ces stucs dans des cloisons de bois, mais est-ce que ces stucs n'étaient pas aussi des cloisons de pierre, de plâtre, un peu comme ce qu'on a trouvé aussi à Auxerre, qui cloisonne au XIIe siècle aussi la circulation dans l'espace? Il est sûr que pour placer cette Vierge, elle est cloisonnée, parce qu'il faut créer une chapelle dans la circulation. À tel point qu'au XVIIe siècle, on voit au moins sur le plan, on est obligé de passer de l'autre côté. C'est-à-dire que le déambulatoire est bloqué. Voilà, on est obligé de créer une espèce de dérivation. Maintenant, je me suis demandé moi aussi, effectivement, si ces 2 immenses couloirs, effectivement, pouvaient avoir un accès depuis l'entrée, mais je ne vois pas pourquoi on les aurait placés en quelque sorte. Oui. Soit là, il y a les comment dire les fonts baptismaux qui sont à proximité, mais après, moi j'ai relevé un certain nombre de processions dans les chapelles, dans la crypte, mais après il y a des grandes processions dans la ville et dans les autres monuments où on passe par les cryptes. Donc est-ce que là on ne connaît pas le cheminement précis? Oui, mais ça, il y a des escaliers latéraux, mais de temps en temps, est-ce qu'on passe par la façade ou pas? À partir du 12e. Oui, mais l'ordinaire, il marche avec la cathédrale de Fulbert, je pense. Oui, c'est ce que tu as dit pour le baptême. Parce que, effectivement, les nouveaux apports ne sont pas tous indiqués dedans. Je pense que c'est trop moderne, en réalité. Voilà. Donc, voilà. Mais je ne vois pas l'intérêt de Fulbert d'avoir quand même ces cryptes qui s'approchent presque de la façade si elles ne débouchent pas, quoi. Parce que les escaliers latéraux sont assez réduits. Si on pense qu'il y a tout le chapitre qui s'y déplace, il faut quand même qu'il puisse se déployer. Voilà, mais effectivement, oui, ça pose un problème d'accès. On peut les concevoir aussi comme grands vides sanitaires au niveau de la construction, nécessaires pour les bas-côtés. C'est des questions qu'on se pose ailleurs. Oui, mais tout ça oblige à... Voilà, quand on enlève une pierre, l'édifice, il faut tout s'écrouler, il faut tout reconstruire. Voilà. Vous avez parlé de la très bonne conservation des verres, des panneaux de la belle verrière. Oui. Est-ce que ça tient à la composition chimique? Est-ce qu'il y a, par exemple, dans le verre, une plus forte proportion, par exemple, de sel de sodium par rapport au sel de potassium? Je sais que ça peut retentir sur la pérennité du verre. Alors, moi, je ne suis vraiment pas une spécialiste de la composition des verres, mais oui, il me semble que c'est Alors, on peut me corriger, mais que c'est la teneur, c'est la composante sodique du verre qui fait qu'ils ont été beaucoup moins corrodés que les autres. Après, voilà. Oui, en fait, juste pour fabriquer du verre, vous avez besoin d'un fondant. Et ce fondant, il est soit sodique, soit potassique. Et dans le cas d'un fondant sodique, on aurait ces verres extrêmement limpides et pas altérés. Et ça ne concerne que les verres bleus, pour l'instant.
Et ça s'arrête quelque part dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Je reviens justement, puisque tu as le micro, puisqu'on a antidaté un peu Notre-Dame de la Belle-Verrière, qui traditionnellement était placée vers dans les années 1180. Est-ce qu'en 1180, on aurait encore du verre sodique ? Ou est-ce qu'il est abandonné ? Est-ce que ça serait pas un peu archaïque pour un monument comme ça ? Alors, on n'a pas de date pour la fin des verres sodiques, mais c'est clair que 1180, c'est vraiment trop tardif. C'est trop tardif. Dans l'état de nos connaissances, des verres des années 1180, ils sont déjà tous potassiques. Vers 1170, je pense aux vitraux de Troyes, qui reviendraient de la cathédrale romane. On est encore en verre bleu sodique, mais on est dans les années 1170, mais en même temps, il n'y a pas de date. À partir de maintenant, c'est fini. Ça dépend des régions, ça dépend des cas. Mais de toute façon, stylistiquement, cette Vierge, elle ne tient pas dans les années 1180, c'est pas possible. C'est QFD. Karine Boulanger qui interviendra demain sur les vitraux. Alors, je ne peux malheureusement pas convoquer mes collègues du LRMH, des physiciens et chimistes. Pour ces verres sodiques, c'est une question de fondant qui contient de la soude. Une des hypothèses, ça serait que ça serait du remploi de verre romain. C'est une des hypothèses qui circulent. Malheureusement, moi, je suis qu'historienne de l'art, je ne suis pas la meilleure qualifiée pour parler de composition chimique des verres. Oui, les verres potassiques, c'est des verres avec du potassium. C'est des verres... en fait, tous les verres sont potassiques dans la Belle-Verrière, hormis les verres bleus. Et même à Saint-Denis, en fait, c'est des verres potassiques, sauf les bleus. Le cobalt n'intervient pas pour la conservation. Le cobalt n'intervient pas pour la conservation. C'est la teinte. Bien, je voudrais faire une petite remarque, pardon, sauf s'il y a une autre question. À propos du développement du culte de la Vierge autour d'une relique de goutte du lait de la Vierge, j'ai eu l'occasion de travailler sur l'église de Cuno en Anjou, qui est une église mariale où s'est développé un grand pèlerinage local. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette église qui a été reconstruite à partir des années 1120 ou 1130, au point de vue architectural, comporte énormément de parenté avec la cathédrale de Fulbert, avec un langage stylistique complètement différent. On n'est pas du tout dans le même milieu, mais c'est une grande église qui s'est développée au fur et à mesure des nécessités du pèlerinage. Donc il n'y a pas eu un projet absolument cohérent, mais à l'arrivée, on a quelque chose qui est vraiment très similaire à ce qu'on peut imaginer de la cathédrale de Fulbert, c'est-à-dire un chevet avec un grand déambulatoire avec 3 chapelles rayonnantes. Les piles de l'hémicycle sont implantées comme à Chartres, c'est-à-dire 4 piles dégageant une grande baie centrale. Et là, on voit l'effet que ça donne quand on entre dans l'église. Une absence de croisée du transept, des piles composées qui se développent de manière uniforme de l'hémicycle jusque dans le chœur et jusque dans la nef. Et comme par hasard, avec un reliquaire pour la relique de la Vierge. Et cette relique, c'était quelques gouttes du lait de la Vierge. Donc je me demande si quand on a construit Cuno, il n'y avait pas déjà, dans le deuxième quart du XIIe siècle, à une date qui n'est pas très éloignée de l'épiscopat de Geoffroy de Lèves, je me demande s'il n'y aurait pas eu une sorte de modèle latent qui était en train de monter. D'autant que Geoffroy de Lèves, donc ce titre de Geoffroy de Lèves, il est comment dire, son titre officiel, légat du pape pour tout l'ouest de la France, qui comprend Cuno. Donc c'était dans sa légation, c'était dans son territoire. Et petit détail intéressant pour Cuno, qui n'a plus rien à voir avec Chartres, mais qui concerne les pèlerinages, c'est que quand Emmanuel Litou et les archéologues du pôle archéologique d'Angers ont fait les études préalables pour les restaurations, ils ont relevé tous les signes lapidaires qu'il y avait dans l'église, et ils ont remarqué que le déambulatoire, qui prend naissance dans des bras d'une espèce de faux transept qui forme une espèce d'espace d'accueil pour les pèlerins, un déambulatoire très très large,
inhabituellement large. Donc là, c'était vraiment conçu pour le pèlerinage. Et dans le déambulatoire, il y a des petites flèches pour marquer le sens giratoire. Donc là, on a une église qui a été conçue pour le pèlerinage. Oui, je voudrais faire un parallèle avec Bernard de Tiron. Alors, sauf erreur de ma part, c'est aussi Geoffroy de Lève qui a soutenu sa béatification, qui a échoué, comme pour Fulbert. Et Bernard de Tiron, lui, a été béatifié en 1860. C'est un beau rattrapage. Oui, bah, malheureusement, Fulbert, ça n'a jamais été le cas. Mais Il a été mentionné dans votre exposé sur la Vierge de la Grande Verrière qu'elle avait été reposée avec une inclinaison de sa tête sur la gauche. Oui. Savez-vous pour quelle raison ça a été fait ? J'en ai absolument aucune idée, je vous avoue. Je ne sais pas du tout. Désolée. Peut-être pour la rendre un peu moins hiératique, un peu moins droite, pour lui donner un peu de mouvement, mais... Merci pour ces présentations tout à fait passionnantes. De vos descriptions, il semble que Geoffroy de Lève était non seulement un fin politicien, mais aussi un très bon économiste. Et je me demande si dans tous les écrits que vous avez pu revoir, s'il exprime sa satisfaction d'un point de vue économique des revenus des pèlerinages, comme son prédécesseur Fulbert avait été... avait bien réussi à mobiliser tous les fonds dont il avait besoin pour lancer la reconstruction de sa cathédrale, ou est-ce qu'il avait plutôt une vision pour assurer la conservation de la cathédrale et de son patrimoine pour les siècles à venir ? En fait, le problème, c'est qu'on n'a aucun texte de Geoffroy de Lève où il exprime sa pensée. Donc, à l'inverse de Suger, où on sait un peu tout, lui, on a juste des chartes qu'il signe. Donc, on peut pas... Il n'y a pas une ligne de lui qui exprime son projet, donc on en est réduit à des conjectures pour ce sujet. Bonsoir. Je voulais vous faire rappeler à l'endroit où se trouvait Notre-Dame de la Belle-Verrière dans l'église romane de Fulbert. Je n'ai pas très bien saisi. Merci. Alors en fait, l'endroit dans lequel on pensait qu'elle se trouvait a beaucoup changé. Donc on a pensé d'abord que c'était dans la chapelle d'Axe du chœur. Mais comme avec la communication de ce matin, on l'a vu, il n'y avait probablement pas de chapelle rayonnante. Dans l'église haute. Oui, voilà, dans l'église haute. Et comme il n'y avait pas de chapelle rayonnante dans l'église haute, maintenant on pense qu'elle était dans une des fenêtres du déambulatoire. Mais on n'a aucune indication sinon. Donc ça reste des conjectures là aussi. Mais voilà. Il y a des conjectures. On pense qu'elle vient du chevet parce que effectivement la cathédrale a brûlé en 1194 et seule l'abside devait être voûtée. Et donc effectivement, ça aurait protégé l'abside et le déambulatoire, ça aurait protégé cette image. Voilà. Et le fait aussi qu'il y a un tel culte qu'on la remploie à nouveau dans le chevet au XIIIe siècle. Mais bon, c'est un peu une supposition. Voilà. Mais l'idée, l'emplacement majeur, on peut la mettre, c'est bien sûr, on pense à la fenêtre d'axe du déambulatoire. Sur ce sujet, j'ai aussi entendu dire qu'éventuellement, avant d'arriver à Chartres, elle était dans une église de Lève. Alors moi, j'ai jamais entendu parler de ça, donc je ne sais pas du tout. Visiblement, elle est citée dans les chartes en 137, mais alors, j'avoue que j'ai pas entendu parler de. Oui, oui.
Oui, la confusion, c'est que l'Ève, c'est l'église Notre-Dame de Josaphat. C'est là où elle est mentionnée dans le cartulaire. Oui, voilà. Oui, c'est le cartulaire qui parle de Notre-Dame. Enfin, c'est le cartulaire de Josaphat, mais qui parle de Notre-Dame de Chartres. Oui, c'est vrai que c'est pas très clair. Oui. S'il n'y a plus de questions sur ces 3 communications, on peut s'accorder notre pause.